Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième rendez-vous cette deuxième conférence autour de l'exposition des fleurs d'Yves Saint-Laurent. Donc j'espère que ça va peut-être vous donner envie d'explorer à nouveau, ou même d'explorer si vous n'avez pas encore visité cette exposition. Donc ces fleurs, on l'a déjà constaté durant le premier rendez-vous, en fait ces fleurs, elles vont au-delà du simple motif naturel. On a vu que en fait elles sont aussi symboles de féminité, elles sont variations autour de la mémoire, elles sont variations autour de l'éphémérité, et elles sont également porteuses de mémoire. Et c'est finalement cette idée de mémoire qui va en fait nous permettre de dessiner une correspondance assez évidente entre celui qui s'est vraiment adonné pleinement à la mémoire, à cette recherche entre temps perdu et temps retrouvé, et Yves Saint-Laurent. Donc l'œuvre de Marcel Proust est très loin d'être étrangère à Yves Saint-Laurent, et en fait on ne peut pas vraiment considérer comme de pure coïncidence tous les échos et toutes les résonances que l'on peut constater dans ses créations, dans les créations de Saint-Laurent, avec la littérature proustienne. Donc en 1986, Yves Saint-Laurent déclare au Figaro Magazine, début de citation, que depuis toujours, Proust est mon écrivain de chevet. Il m'accompagne partout, mais je dois préciser que je n'ai jamais terminé la recherche, délibérément. Au fur et à mesure que j'approche de la fin, je retourne en arrière. Sans doute, crois-je que ma vie se terminera avec la dernière page de ce livre. On reconnaît bien ici la gravitas typique de Saint-Laurent. Donc bien qu'il reste à savoir effectivement où est-ce que Saint-Laurent s'est arrêté dans la recherche du temps perdu, on voit qu'évidemment il y a nombre de références, nombre de points communs qui peuvent être évoqués entre Yves Saint-Laurent, les personnages de la recherche, voire Marcel Proust. Et en fait on va comprendre aisément le choix du commissariat de l'exposition ici, de finalement jalonner le parcours d'exposition de nombre de citations justement extraites de la recherche du temps perdu. Donc pour nous accompagner dans cette lecture croisée, de Yves Saint-Laurent et de Marcel Proust. J'ai l'immense chance d'avoir ce soir à mes côtés Antoine Compagnon. Si sa tâche est de nous rendre Marcel Proust et son œuvre moins intimidante, je pense que c'est moi qui vais finir par être intimidée. Antoine Compagnon, je pourrais me lancer dans une biographie extensive de votre personne, dire que vous avez été professeur à l'IX, à Columbia, à la Sorbonne, que vous êtes spécialiste des antimodernes, de Montaigne, etc. Mais il faut vraiment que je m'arrête de trembler, donc je vais me cantonner au strict minimum. C'est-à-dire que vous êtes professeur émérite au Collège de France, que vous êtes académicien et que vous êtes spécialiste de Marcel Proust, qui me semble être déjà un très bon début. Donc, pour cesser avec mon charabia et entrer dans le vif du sujet, je vous propose, en guise de prolegomène, de en fait s'interroger sur un constat que l'on peut faire, qui est en fait une parenté entre Saint-Laurent et Proust, qui pour moi me marque dans l'entrée dans ses œuvres. Donc en fait, pour les gens qui sont ici, la plupart d'entre vous, je suppose, sont assez sensibles soit à la mode, soit à la littérature, et quand on rentre, pour rentrer en mode, on rentre souvent par Saint-Laurent. C'est compliqué d'ignorer Saint-Laurent. Saint-Laurent est une forme de passage obligé, et on voit aujourd'hui qu'on est dans un musée qui justement est érigé, en tout cas à la gloire de l'œuvre de Saint-Laurent. Donc on voit que finalement c'est très compliqué d'éviter l'œuvre de Saint-Laurent et qu'il est finalement un nom consacré de l'histoire de la mode. Et c'est un peu la même chose qu'on peut constater dans le cas de Marcel Proust. C'est compliqué de rentrer en littérature en ignorant Marcel Proust. On feint de l'avoir lu parfois, mais en tout cas c'est compliqué de ne pas prendre en compte l'immensité, on va dire, de la trace qui est laissée par Marcel Proust dans l'histoire de la littérature. Et du coup il y a une première question que je voulais vous poser, Antoine Compagnon, c'était de savoir si vous pensez qu'il est encore possible d'avoir une espèce de regard vierge sur l'œuvre de Proust, ou si en fait on rentre toujours en Proust avec de multiples a priori, de multiples idées préconçues, des phrases qui résonnent déjà dans notre tête. Et voilà, c'est ma première question. Bien, eh bien bonsoir, et d'abord merci de me donner la parole ici sur Proust et Yves Saint-Laurent. Alors je viens de revoir l'exposition tout seul. Et je l'avais vu il y a quelques mois, mais avec un après-midi, j'étais venu vous retrouver ici, et il y avait beaucoup de monde. Alors c'était très très agréable d'être là tout seul. Bon, je pense que vous êtes beaucoup à avoir vu cette exposition déjà, et vous savez qu'elle est en effet ponctuée par des citations
de l'œuvre de Proust. Donc, je ne sais pas combien il y en a, mais pratiquement dans chaque salle, on a à côté des robes, des citations qui viennent d'un amour de Swann, mais qui viennent aussi du temps retrouvé. Donc, Yves Saint-Laurent a cette réputation de n'avoir pas lu, vous l'avez dit déjà, La recherche du temps perdu jusqu'au bout. Vous savez, la plupart des gens n'ont pas lu La recherche du temps perdu jusqu'au bout. Ce n'est pas quelque chose de rare. Vous voulez que je demande aux gens de lever la main Comment pour me dire qu'ils ont fini? Vous voulez que je demande aux gens qui ont fini la recherche de lever la main? Levez la main ceux qui ont lu La recherche du temps perdu jusqu'au bout. Bon, vous voyez, bon, il y en a 4 ou 5 dans la salle. Vous savez, il faut faire ce test régulièrement parce que moi j'ai édité dans la collection de poche Folio à la fois du côté de chez Swann et Sodome et Gomorrhe, et je sais que Sodome et Gomorrhe se vend 4 fois moins que du côté de chez Swann. Et le deuxième volume, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, se vend 2 fois moins que du côté de chez Swann. Mais la règle, depuis le début, c'est que après le côté de Guermantes, après le 3e titre, c'est stable. Proust ne perd plus de lecteurs après le côté de Guermantes. Donc les ventes du côté de chez Swann, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, et puis toute la suite, c'est le quart. Alors, c'est peut-être comme ça pour beaucoup de livres, mais beaucoup de gens n'ont pas lu La recherche du temps perdu jusqu'au bout. C'est déjà bien s'ils ont lu le premier volume. Alors, est-ce Yves Saint-Laurent l'a lu? Alors, ce qui est en effet troublant, c'est que là derrière, on a l'œuvre d'Yves Saint-Laurent qui avait 20 ans. 1956, il dessine les coiffes pour le bal. Alors là aussi, c'est un gros problème, puisque ça s'appelle le bal des têtes. Or, dans La recherche du temps perdu, ça s'appelle, comme il faut, un bal de tête. Un bal de tête, c'est un bal costumé où les gens se font chacun une tête. Donc, dans Proust, la dernière partie du temps retrouvé, c'est-à-dire ce qui se passe après. Bon, vous n'avez pas lu Le temps retrouvé, les 90% d'entre vous n'ont pas lu Le temps retrouvé, alors je suis obligé de vous dire que le bal de tête, c'est la dernière partie à La recherche du temps perdu, ça fait 3000 pages, et la dernière partie, c'est 150 pages. C'est donc ce bal qui a lieu chez la princesse de Guermantes. La princesse de Guermantes, il se trouve que c'est Madame Verdurin qui a épousé le prince de Guermantes, c'est son 3e mari. Mais c'est donc un bal qui est chez la princesse de Guermantes, et le narrateur de La recherche du temps perdu, qui a été malade pendant un certain nombre d'années, revient à Paris, se trouve dans cette soirée mondaine et voit tous les personnages qui ont vieilli. Ils ont vieilli en fait du temps de la guerre de 14, mais c'est comme s'ils avaient vieilli beaucoup. Et un bal de tête, c'est-à-dire ils sont tous comme s'ils étaient grimés, masqués, ils ont des cheveux blancs, alors que le héros les a connus quand ils étaient tout jeunes. Donc voilà, c'est un bal de tête. C'est pas un bal des têtes. Mais le bal d'Alexandre de Rédé, qui a lieu dans ce fameux hôtel Lambert, dans l'île Saint-Louis, il l'appelle le bal des têtes. Alors, quand vous allez voir les dessins, ce n'est jamais lui qui l'écrit. Lui, il écrit sur les dessins bal d'Alexandre de Rédé, n'est-ce pas? Donc, il ne fait pas cette erreur. Alors, a-t-il lu La recherche du temps perdu jusqu'au bout? Je ne sais pas, c'est nous qui faisons ce bruit. A-t-il lu jusqu'au bout? Je n'en sais rien. En tout cas, ce que nous pouvons dire, c'est que il y a 2 ou 3 citations, vous allez les citer sans doute, il y a 2 ou 3 citations qu'il répète toujours, qui sont ces citations fétiches dans La recherche du temps perdu. Bon, alors, quand on a des citations fétiches, ça ne veut pas dire qu'on a lu le passage où se trouve la citation pour autant. On a pu trouver la citation
ailleurs. Avec sa bonne copine Françoise Sagan, par exemple. Comment ? Avec sa copine Françoise Sagan. Avec Françoise Sagan ou avec Pierre Berger. N'oublions pas que Pierre Berger, lui, était un très grand lecteur de Proust. Hein. Lui, il connaissait bien toute la recherche du temps perdu. Mais je reprends une citation là, que je voulais citer, parce qu'il l'a fait tout le temps. C'est celle-ci. La citation, elle vient du temps retrouvé. Et donc, une de ces citations fétiches, c'est bien une citation très importante du temps retrouvé, qui est celle-ci, mais je n'arrive pas à la voir en entier sur mon téléphone, c'est qui est terrible. C'est sur les puits artésiens dans le cœur, ça vient du cœur du puits artésien, et bon, c'est la citation fétiche, elle est du temps retrouvé. Alors, ça prouve que... Alors, il disait, je le lirai avant de mourir. Hein. Bon, l'a-t-il lu avant de mourir ? Je n'en sais rien. Alors, vous posez la question, est-ce qu'on peut lire naïvement Proust aujourd'hui ? Non. Non, on ne peut rien lire naïvement de la littérature. Vous n'avez pas lu Le Temps retrouvé, la plupart d'entre vous. Peut-être quelques-uns qui ont lu du côté de chez Swann et Un amour de Swann, mais tout petit Français, petite Française, connaît la Madeleine de Proust. Hein, tout le monde sait que la recherche du temps perdu est fondée sur le principe de la mémoire involontaire. Hein. Donc, quelqu'un qui aborde Proust... il n'y a pas beaucoup de chances qu'il n'ait pas déjà un certain nombre de préjugés. Moi, j'ai lu Proust en 1967, bon, ça fait longtemps. Hein. À l'époque, on pouvait encore, je crois, lire Proust naïvement. J'ai acheté du côté de chez Swann, parce que du côté de chez Swann venait d'être publié en livre de poche. Donc on entrait dans une librairie, on achetait n'importe quoi. Bon, j'étais adolescent, donc j'ai acheté ce livre de poche, j'ai commencé à le lire. Je pense que je ne savais rien lorsque je l'ai lu. Aujourd'hui, je crois que c'est beaucoup plus difficile, mais ça nous pose des questions relatives à Yves Saint-Laurent. L'a-t-il vraiment lu en 1956, quand il avait 20 ans ? 1956, Proust était encore, comment dire, l'objet d'une secte que l'on se transmettait. Non, il n'était pas accessible, comme je dis, en livre de poche. Le livre de poche, il date de 1966. C'est la date d'Yves Saint-Laurent, rive gauche. Ça, c'est la même chose. Yves Saint-Laurent, rive gauche, et le livre de poche. Mais en 1956, lire Proust, ça veut dire que on était pas mal introduit. Hein. Ça n'allait pas de soi de lire Proust pour un jeune homme de 20 ans. Hein. Il y avait cette secte qu'on appelait les proustolâtres. Hein. Et les proustolâtres, c'était ceux qui se transmettaient Proust. Proust était encore l'objet d'une transmission entre élus. Hein. Et ce qu'on a là derrière le prouve. Hein. Il y avait là un milieu proustien qui, au fond, était un milieu assez privilégié, ce qui rendait aussi la lecture de Proust plus difficile pour, disons, pour les jeunes, c'est qu'il y avait encore beaucoup de témoins qui vivaient. Cette aristocratie Proust, il y avait donc un certain snobisme qui était attaché à Proust. Alors, il est clair que dans le milieu que fréquentait Yves Saint-Laurent très vite, à Paris, hein, eh bien, il a fait partie de ces jeunes initiés à Proust. Hein. On ne lisait pas Proust à l'école. On n'a jamais lu Proust à l'école. Hein. C'est trop difficile à lire au lycée. Aujourd'hui, je crois qu'on ne lit toujours pas beaucoup Proust à l'école. C'est trop long, les phrases de Proust. Et à l'université,
on ne lisait pas Proust dans les années 50 et dans les années 60 parce qu'il y avait des préjugés contre Proust. Hein, ces préjugés qui pouvaient être attachés au snobisme et à l'homosexualité. Il y avait ces deux préjugés qui ont pénalisé très longtemps la lecture de Proust, disons une lecture plus démocratique, plus populaire. Alors, quand Yves Saint-Laurent a été initié à Proust, ça ne peut être que à travers ce que j'appelle une secte d'idolâtres, donc un milieu parisien qui est marqué par ce que nous avons dans cette salle historique, même si on appelle ça balle des têtes et pas balle de tête comme il faudrait. Donc, alors là, vous avez évidemment ce grand tableau que vous connaissez tous, qu'on vous montre, hein, qui est au musée d'Orsay, le James Tissot, le cercle de la rue Royale. Et si vous ne savez pas, je vous dis que Charles Swann, à qui Yves Saint-Laurent s'identifie, puisque c'est le pseudonyme qui prend, Charles Swann, a pour modèle l'homme qui est à droite dans la porte-fenêtre du cercle de la rue Royale, et c'est Charles Haas, hein, qui est là à droite. Et vous voyez que Charles Haas, il est à la fois, j'aime beaucoup cette position, puisque vous voyez qu'il est à la fois dedans et dehors. Hein. Il est un peu en marge, et qu'il est sur le seuil. Alors, et le cercle de la rue Royale, c'est aujourd'hui, vous pouvez maintenant aller voir, de l'autre côté, c'est l'hôtel de la Marine, hein, c'est la colonnade qui donne sur la place de la Concorde. C'est là que se situait. Et là, on a donc tous ces hommes de la grande aristocratie française, et puis Charles Haas, en marge, qui est à la fois dedans et dehors, hein, parce qu'il est juif. Il est le seul introduit dans ce cercle parisien de la grande aristocratie. Voilà. C'était une introduction très, très riche. Et du coup, je voulais m'arrêter. Donc, vous parliez des citations fétiches de Saint-Laurent, des citations issues de Proust fétiches de Saint-Laurent. Et donc certaines citations qui sont assez avancées dans la recherche et du coup qui nous prouveraient qu'il est allé jusque-là. Et du coup, il y a une citation en particulier qui est très éloquente, c'est cette citation relativement célèbre autour de cette dualité entre la robe et la cathédrale. Donc pour ceux qui n'ont pas lu Le Temps retrouvé, je vous la donne. Donc dans Le Temps retrouvé, le narrateur s'exprime concernant son œuvre et il dit ceci: épinglant ici un feuillet supplémentaire, je bâtirai mon livre, je n'ose pas dire ambitieusement comme une cathédrale, mais tout simplement comme une robe. Donc vous voyez qu'ici, Proust est sympathique, il nous propose une plateforme, on va dire, pour envisager justement cette parenté entre le couturier entre son œuvre et l'œuvre d'un couturier, et comme je vous disais, une phrase qui va être reprise à de multiples reprises par Saint-Laurent. Concernant cette dualité, on va dire, entre un architecte qui ferait une cathédrale ou un architecte qui ferait une robe, c'est aussi une métaphore dont se sont largement emparés de nombreux couturiers, étant donné que cette idée d'un couturier architecte qui bâtirait non seulement des robes, qui sculpterait des robes, mais qui sculpterait aussi des corps, est quelque chose qui est familier à de nombreux designers, de nombreux créateurs, que ce soit Balenciaga, Alaïa, mais aussi Saint-Laurent. Donc finalement, comme je vous disais, cette idée de construire un corps. Et du coup, dans cette citation, évidemment, vous avez un mot qui me plaît beaucoup, parce qu'en fait, c'est un mot qui nous permet une syllèpse, c'est l'idée de bâtir. Donc, il parle de bâtir son livre, il parle de bâtir sa cathédrale, et il parle aussi, implicitement, de bâtir un vêtement. Et comme je vous disais, ça me plaît. Pourquoi ? Parce que c'est un mot qui va avoir une polysémie qui va être relativement éloquente pour nous, parce qu'on peut parler de bâtir de construire et donc de bâtir un édifice, mais aussi de bâtir une robe, avec évidemment le fil de bâti que vous connaissez probablement tous et toutes. Donc il y a ce premier aspect qui me semblait intéressant. Et c'est aussi une façon d'appréhender la façon dont Proust construisait son œuvre et aussi construisait son œuvre à la manière de parfois une robe. Donc je vous montre juste deux images qui sont donc des images issues de l'exposition que vous avez réalisée
dont vous avez été commissaire à la BNF, donc entre 2022 et 2023, si je ne m'abuse. Donc où ici, justement, vous avez la reconstruction d'une chapelle, et vous allez nous l'expliquer probablement bien plus clairement que moi. Alors, juste un petit commentaire. Donc ça, c'est... Ah, voilà, si vous voulez, oui, la cape de Madame Swann, hein, cape de Doucet, magnifique. Et revenez un instant à la photographie d'avant. Donc vous voyez, disons que c'était le saint des saints de l'exposition Proust à la Bibliothèque nationale en 2022 pour le centenaire de la mort de Proust, où dans le fond, vous avez les planches que Proust a réalisées pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Attendez. Voilà ces planches. Alors que j'en dis un mot, parce que ce sont des planches qui sont très très belles, et on en avait fait une sorte de chapelle. Vous voyez, ça avait un peu la forme d'une chapelle, ces planches. Alors, ça vous donne un peu l'image de ces robes. Ce qu'étaient les robes pour Proust se bâtit. Et vous voyez Alors, qu'est-ce que c'est que ça, ces planches? Eh bien, c'est le manuscrit d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs. C'est à partir de ça que les typographes ont composé À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Vous voyez comment ils travaillaient à l'époque, hein, très loin de notre traitement de texte aujourd'hui. Hein. Si on donnait à des imprimeurs ce genre de documents, je crois qu'ils refuseraient de travailler aujourd'hui. Et alors, Proust avait ce qu'il appelle des paperoles, qu'il ajoutait, qu'il collait partout dans... Attendez, je vais vous en trouver une. Mince, où est-ce qu'elle est? Qu'il ajoutait, voilà, des paperoles, vous voyez, très longs, qui sont collés dans les pages. Il écrivait dans des cahiers, puis il collait des paperoles dans le cahier. Et chez Gallimard, puisque c'était Gallimard l'éditeur, il y a une jeune femme, enfin, je dis jeune, je ne sais pas si elle était jeune, j'imagine qu'elle était jeune, une secrétaire chez Gallimard qui a dit « Mais on ne peut pas donner ça aux imprimeurs, ils ne s'y retrouveront pas. » Et elle a pris ces grandes feuilles de papier, elle a découpé le manuscrit de Proust avec des ciseaux, et elle l'a collé sur ces grandes planches, elle a collé sur ces grandes planches, voilà. Vous voyez, ça c'est le manuscrit découpé par cette femme, chez Gallimard. Alors, cette femme, son nom m'échappe maintenant, mais vous l'avez retrouvé. Mademoiselle Rallet. Mademoiselle Rallet. Alors, quand on a fait l'exposition à la Bibliothèque nationale, vous voyez, c'est ça qu'elle a fait. C'est magnifique. Et vous voyez que dans ces planches, il y a à la fois des épreuves, il y a des manuscrits, il y a de tout. Vous voyez comment Proust travaillait. Et cette Mademoiselle Rallet, quand on a fait l'exposition en 2022, on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose sur elle, un panneau sur elle, parce qu'elle a fait une œuvre remarquable. Et malheureusement, dans les archives de Gallimard, on n'a rien retrouvé. C'est pour ça que je dis c'est une jeune femme, parce que je l'imagine jeune et jolie, pour avoir réalisé cette chose, mais peut-être que c'était une vieille dame revêche, je n'en sais rien. En tout cas, cette femme, malheureusement, nous ne savons rien d'elle. Si l'un d'entre vous veut chercher, c'est un objet de recherche tout à fait important. Et alors, ces planches, ça a donné à Proust l'idée de faire une édition de luxe d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Et dans cette édition de luxe d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs, il y a 50 exemplaires, 51 puisqu'il y a un exemplaire numéro 0, et dans chacun de ces exemplaires, il y a 2 de ces planches. C'est ce qu'il y a de plus précieux aujourd'hui dans les ventes, dans la valorisation des manuscrits de Proust. Ce sont ces exemplaires d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs, sur papier Bible, je crois, papier Bible, avec 2 de ces planches qui sont truffées dans les exemplaires. Il y en a un qui est passé en vente chez Sotheby's il y a quelques semaines. J'oublie à combien il a été vendu. À l'exposition il y a 3 ans, on en a montré un en parfait état. Je ne sais pas si c'est moi qui produis ce bruit. Bon, voilà. Donc, vous voyez que cette comparaison
que Proust fait est évidemment capital, et il est évident qu'Yves Saint-Laurent y était sensible. Il dit que la comparaison avec la cathédrale et la robe. Alors, n'oublions pas que la cathédrale, eh bien, c'est une comparaison qu'on pourrait dire haute, mais ce qui intéresse aussi Proust, c'est qu'une cathédrale, à mon sens, c'est qu'une cathédrale, c'est une œuvre qui n'est jamais terminée. Une cathédrale, ne la pensons pas comme une architecture moderne. Une architecture moderne, elle est close, elle est finie. Une cathédrale, c'est une œuvre in progress, toujours in progress, auquel on ajoute des décorations nouvelles, des chapelles. Et Proust, quand il parle d'une cathédrale, c'est une œuvre artisanale, une cathédrale. On a beaucoup parlé de la construction de Notre-Dame dans les dernières années à propos de l'incendie et de la restauration, et on s'est intéressé justement sur la manière dont les artisans travaillaient à la cathédrale. Et vous avez bien dit que lorsque Proust parle de la robe, ce à quoi il pense, c'est la couture. Et il évoque sa gouvernante, Céleste Albaret, qui lui aurait donné l'idée de ces paperoles, de ces collages dans les cahiers. En vérité, Céleste Albaret a été au service de Proust à partir de 1914, et il y avait déjà, auparavant, ce qu'on appelle des béquets dans ces manuscrits, c'est-à-dire des papiers collés dans ces manuscrits. Mais ça nous montre bien, je crois que cela nous montre bien, et je crois que c'est très important, que la littérature, c'est du travail manuel. Écrire un livre, c'est un travail manuel, c'est un travail artisanal. C'est des béquets, c'est du collage, c'est du bâti. Quelqu'un qui ne se rend pas compte qu'écrire, c'est un travail manuel, c'est quelqu'un qui ne terminera jamais un livre. Il faut savoir que faire un livre, c'est manuel, comme de faire une robe, comme de faire une cathédrale, comme de faire une maquette. Et il faut passer par cette étape. Il faut toujours rappeler aux gens qui voudraient écrire qu'écrire, c'est manuel. Et si on n'a pas appris ça, je crois qu'on ne fera pas de robe et qu'on ne fera pas de livre non plus. C'est un peu la même chose. Mais revenez à l'image parce que... Celle-là ? Non, celle de la chapelle, pour voir la cape de Doucet. Parce que la cape de Doucet, je voulais qu'il y ait cette cape, vous voyez, elle est là, devant les... C'était là aussi une sorte de trésor que nous montrions. Et alors, elle est couchée parce qu'on n'avait pas le droit de la mannequiner en raison de son état. Donc, c'était un peu un drame, parce que vous voyez que quand on a une exposition, il y a un problème de surface. La surface n'est pas totalement libre, et vous voyez que la cape, étant donné qu'elle n'est pas mannequinée, elle prend beaucoup de place. Mais elle était si belle que la montrer dans cette sorte de chapelle avec les planches d'À l'ombre des jeunes filles en pleurs, c'était, comme je dis, le trésor de notre exposition. Alors, quand nous avons fait cette exposition à la Bibliothèque nationale, je puis vous dire que le moment... C'est très pénible de monter une exposition, comme ceux qui le font ici doivent le savoir. C'est beaucoup de travail manuel, de monter une exposition, là aussi. Le moment le plus heureux dans l'élaboration de cette exposition, c'est le moment que je vous ai envoyé les photos que j'ai passées aux réserves de Galliera, aux réserves du musée Galliera, à choisir les robes de Fortuny que nous avons montrées, cette cape, et passer du temps dans les réserves de Galliera, c'est un grand bonheur. Donc cette cape de Doucet vient de Galliera, et nous avions aussi des robes de Fortuny. Alors bien sûr, Yves Saint-Laurent
Je crois qu'il ne cite jamais ce passage sur la robe et la cathédrale. Si, je crois qu'il y a un moment où il a une interview où il dit que lui-même, il considère son œuvre modestement, enfin humblement comme une robe, mais il refait une référence à ça. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que la cathédrale, c'est aussi modeste. Il ne faut pas penser la cathédrale comme quelque chose d'immodeste. Une cathédrale, c'est fait par des artisans. Et en parlant d'artisans, vous avez beaucoup insisté sur le fait que c'était un travail manuel et c'était aussi un travail de groupe. Et évidemment, il y a quelque chose qui me vient en tête de manière assez évidente, c'est toute cette idée de studio. Et on a deux anciens membres éminents du studio de Saint-Laurent. Et est-ce que vous pensez que finalement le travail créatif de Marcel Proust était aussi un travail en studio? Vous parlez de Céleste Albarré dans La recherche du temps perdu. On a le personnage de Françoise qui est à la fois la cuisinière, mais à la fois on a l'impression qu'elle rapièce le manuscrit. Et est-ce que finalement cette comparaison avec le studio de création est selon vous fertile? Est-ce que La recherche du temps perdu est un travail collectif? Est-ce que c'est un travail de studio? Dans le catalogue de cette exposition de la Bibliothèque nationale, nous avons voulu inclure un article sur, je ne sais plus comment on appelait ça, les petites mains, tous ceux qui accompagnent l'écriture de La recherche du temps perdu. Et on a déjà cité Céleste Albaré. Céleste Albaré, qui est donc la gouvernante de Proust à partir de 1914 jusqu'à sa mort en 1922, bien, dans les manuscrits de Proust, on trouve son écriture. Proust lui dicte des passages. Toute La recherche du temps perdu est écrite au lit par Proust. Et parfois, de son lit, il dicte à Céleste. Donc on trouve les fautes d'orthographe de Céleste dans les manuscrits de Proust. Et puis, Proust utilise un certain nombre de secrétaires. Donc, il y a d'autres mains dans les manuscrits de La recherche du temps perdu que la main de Proust. Et puis, il y a bien sûr, vous avez vu la collaboration de Mademoiselle Rallet. Et Mademoiselle Rallet, j'aurais voulu écrire un hommage à Mademoiselle Rallet, si je pouvais trouver un peu de détails sur sa vie. Et puis, il y a les dactylographes. Et puis, il y a les typographes. N'oublions pas que, vous voyez ce que c'est que les manuscrits de Proust, le travail des typographes sur ces manuscrits. Et n'oublions pas que les épreuves de Proust, nous avons le nom de tous les typographes qui sont dans les marges sur lesquels ils ont travaillé. Et puis, Proust utilise beaucoup, il a un réseau d'amis et de correspondants à qui il demande des renseignements. Il y a tout ce réseau d'informateurs. Ne pensons pas qu'un écrivain tous les écrivains se renseignent auprès de leurs amis, auprès de leurs informateurs. Tous les romanciers ont des informateurs. Du côté de chez Soigne, il y a des corrections de dernière minute. Il a donné, par exemple, j'en cite une, il donne les épreuves. Du côté de chez Soigne, il y a 2-3 amis qui lisent les épreuves. À l'été 1913, Lucien Daudet lit les épreuves de Ducoté chez Swann et dit « Mon Dieu, quel scandale! Vous faites tuer par Françoise un poulet le matin pour le servir à déjeuner. Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. On attend au moins une journée ou deux avant de manger. » Alors bon, ça c'est corrigé sur les 3e ou 4e épreuves, des choses comme ça. Vous voyez, il y a plein de traces. Bon, évidemment, vous allez dire c'est un détail. Bon, moi, je trouve que c'est assez capital, ce détail sur les poulets, cette faute relevée par Lucien Daudet. Vous voyez, oui, toute œuvre est collective. Et nous avons tenté, dans le catalogue, de tenir compte de cette dimension. Et je vous dis, les autres mains, et puis tout ce réseau d'informations, sans lequel La recherche du temps perdu ne serait pas ce qu'elle est. Proust avait très peu de livres, le plus grand désordre. Donc quand il a besoin d'un livre, il écrit à un ami « J'ai besoin de tel volume de Sainte-Beuve, tel volume de Balzac, tel volume de Barbet, apportez-le-moi ». Il oublie de les rendre ensuite, souvent. Mais c'est comme ça qu'il travaille, avec la bibliothèque de ses amis.
Alors voilà, évidemment, ça nous rend bien compte. Oui, comme ça ressemble à des manuscrits de Proust. Oui, vous avez là aussi un autre parallèle. Quand on voit, voilà, un patron, ça ressemble à des manuscrits de Proust, hein, ce travail. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Non, ça j'ai montré. Là aussi, c'est pour vous montrer cette consécration du processus créatif. Alors ça, c'est très joli, cette photo-là. Ah, oui. Voilà, ça c'est les cahiers de Proust. Ça vient du catalogue publié par Gallimard pour notre exposition. C'était pour faire quelque chose de joli avec juste les couvertures de ces cahiers, qui sont à la Bibliothèque nationale. Alors nous avons beaucoup hésité à enlever, vous savez, maintenant on peut photoshopper tout ça. On aurait pu enlever les cotes, mais on a décidé de les laisser. Donc maintenant, je voulais qu'on essaye de plonger dans cette thématique des fleurs et d'aborder quelques images qui sont très éloquentes et très fortes dans l'œuvre de Proust et comment, ces œuvres vont avoir un impact sur Yves Saint-Laurent, comment elles vont séduire Saint-Laurent. Donc évidemment, je vais vous en citer quelques-unes et vous les attraperez au vol ou pas. Donc évidemment, vous avez toute cette thématique autour de la femme fleur, donc que ce soit Madame Swann ou même les jeunes filles en fleurs de Balbec, qui vont être évidemment très riches pour Saint-Laurent. Donc vous voyez, évidemment, c'est ce que vous voyez au sein de l'exposition, donc toute cette thématique autour de la femme et de cette correspondance avec la fleur, qui est évidemment une thématique qu'on retrouve assez largement dans la poésie. Restons un instant sur celle-ci, puisque c'est celle qui est en hommage à Proust. Hein. C'est une série de robes, pardon, je ne parle plus dans le micro. Il y a une série une série de robes, c'est 1990, hein, et qui s'appelle Hommage à Marcel Proust. Elles sont là-haut. Et alors justement, j'aimerais bien savoir pourquoi c'est en même temps Watteau et Proust. Hein, parce que c'est des robes du soir Watteau qui sont de la soie imprimée. Et je me demande, au fond, ce sont ces robes qui me permettraient de comprendre ce qu'Yves Saint-Laurent pensait de Proust. Hein, puisque là, il a appelé Hommage à Marcel Proust ces robes de 1990. Eh bien, je ne comprends pas. Il faudrait faire un peu de recherche, mais parce que l'association Watteau-Proust, moi, elle me rend un peu perplexe. Hein. Elle nous renvoie au XVIIIe siècle. Elle nous renvoie au fond, quand je vois l'exposition, je me dis, ce ne sont pas les plus proustiennes des robes que je vois dans cette exposition. Et dans la salle où il y a ces robes, il y a des robes de la série Bonnard, n'est-ce pas? Et au fond, je me dis, ces robes-là, elles sont plus proustiennes que les robes. Ah, ça, c'est dans la première salle, hein. Oui, c'était pour donner un peu à voir ce qu'on avait autour des fleurs. Mais donc, peut-être... Voilà les robes Marcel Proust. Mais alors peut-être que vous avez d'autres avis, que vous trouvez ces robes particulièrement proustiennes. Mais je voulais parler d'autres tableaux qui peut-être faisaient référence à ces jeunes filles en fleurs dont on avait parlé, donc que ce soit ce tableau de Priné ou cet autre tableau de Priné. Donc en fait, est-ce que vous avez, est-ce que ici vous retrouvez plus ces jeunes filles? Alors, mettez le précédent. Voilà, ça c'est un Priné. Alors Priné, c'est un artiste de Cabourg, et on vient d'en acheter un par mon intermédiaire pour le musée Proust d'Illiers. Donc il y aura un Priné qui est la plage de Cabourg en 1908. Alors c'est évidemment important. Parce que cette plage de Cabourg, Proust est allé beaucoup à Cabourg, il est allé tous les étés de 1907 à 1914. Et c'est au fond là qu'il a rédigé les premiers éléments de la recherche du temps perdu, durant l'été de 1908. Et Priné, ce peintre
disons, post-impressionniste. Hein. Il est de Cabourg, il a une villa qui s'appelle le Double 6, qui est à 100 mètres du Grand Hôtel, sur la digue de Cabourg. Et il y a beaucoup de tableaux qu'il a peints justement dans ces années-là. Et ça nous donne une assez bonne idée de ce qu'étaient ces jeunes filles en fleurs que Proust voyait sur la digue de Cabourg. Même si on dit parfois que ces jeunes filles sont, quand elles font de la bicyclette, c'est plutôt des jeunes gens. Mais il y a beaucoup de ces images. Oui, elles me semblent assez fidèles à Proust. Ça, c'est la bande voyageuse, vous dit gravure d'après une toile perdue. Oui, c'est ce qu'on a mis dans le catalogue. Mais depuis, on en a acheté une pour le musée. J'aurais dû vous la donner parce que celle-là, elle existe. Mais il y a un autre élément qui était intéressant aussi concernant cette représentation des jeunes filles en fleurs, c'est les représentations de Proust lui-même. Alors ça, c'est les dessins des cahiers. Ces cahiers, donc là... Alors vous voyez que Proust, comme Yves Saint-Laurent, dessine beaucoup de robes. Hein. Dans les cahiers de Proust, il y a beaucoup de dessins, dans les marges, comme ceux que vous nous avez montrés. Souvent, les dessins de Proust commencent avec des taches. C'est une tache d'encre qu'il transforme en un profil ou Et vous voyez que ces dessins, ils représentent souvent des femmes, des chapeaux, un peu... Alors évidemment, Yves Saint-Laurent, en 1956, il n'avait jamais vu ça. Personne n'avait vu ça en 1956. En 1956, tous ces cahiers de Proust, ils étaient encore dans la famille. Ils n'avaient pas été vendus à la Bibliothèque nationale. Personne n'avait vu ça. Mais on a le sentiment qu'il y avait chez Proust cette sorte de tendance à dessiner. Alors, on peut remarquer que c'est toujours des profils féminins et que c'est toujours des profils gauches. Jamais des profils droits. Dans les marges des cahiers de Proust, je ne sais pas s'il faut interpréter cela, mais en tout cas, c'est toujours le cas. Donc... Ah ben non, oui, voilà. Oui, non, vous avez raison, c'est toujours un profil gauche. C'est toujours des profils gauches. C'est rassurant. Oui, heureusement, sinon j'aurais dit des bêtises. Et du coup, donc effectivement, il y a une autre métaphore que vous avez déjà évoquée avec cette erreur tragique entre balle des têtes, balle de tête. Donc pour les personnes qui n'ont pas tourné leur tête pour regarder ce qui se passait dans la salle derrière, vous avez aussi quelques images. Donc justement, autour de ce bal de tête ou bal des têtes. Donc là, on retrouve cette inspiration bourgeoise. On retrouve cette même fascination pour ces coiffures et ces chapeaux des personnages de la recherche du temps perdu et de ceux qui se réunissent. Mais vous savez, quand on dit, pensez, ce bal qui est là derrière, 1956, Proust est mort en 1922. 22-56, ça fait jamais que 34 ans, si je ne me trompe. Entre nous et 1956, c'est infiniment plus. N'oublions pas que lorsqu'Yves Saint-Laurent a lu Proust, il y avait tous ceux qui avaient connu Proust vivaient encore. N'oublions pas que Proust, en 1956, ses contemporains vivaient encore. Proust est né en 1871. En 1956, il y avait beaucoup des amis de Proust qui vivaient encore. Daniel Halévy est mort en 1962. Donc les contemporains de Proust au lycée Condorcet, pour beaucoup, étaient encore vivants. Alors évidemment, il y a la génération suivante. Paul Morand, Jean Cocteau, c'est le parfait truchement entre Proust et Yves Saint-Laurent. Jean Cocteau a bien connu Proust, il a bien connu Yves Saint-Laurent, il a évidemment beaucoup parlé à Yves Saint-Laurent de Proust. Alors Cocteau, à cette époque-là, il était un peu, comment dire, il exprimait un certain ressentiment à l'égard de Proust.
parce que, au fond, Proust avait trop de succès. Et il n'y avait pas beaucoup de générosité chez Cocteau. Quand on lit le journal de Cocteau, Le passé défini, il y a des pics contre Proust qui ne sont pas très sympathiques. Donc il pouvait aussi transmettre à Yves Saint-Laurent cette idée, oui, Proust c'est surfait. En revanche, Paul Morand, lui, Paul Morand qui est un homme assez abominable par ailleurs, quand on lit son journal, il n'a jamais cessé d'admirer Proust, tout en sachant qu'il était un moins grand écrivain que Proust. Mais il n'y avait pas de ressentiment à l'égard de Proust. Et c'est très étrange de voir les amis de Proust, ceux qui, à partir d'un moment, ont eu ce ressentiment, parce qu'ils voyaient que Proust était si éminent. Paul Morand, aucun ressentiment. Cocteau, c'est pique un peu antipathique, donc il est probable qu'il a aussi transmis ça à Yves Saint-Laurent, cette idée que, au fond, Proust, c'est un peu surfait. Mérite-t-il vraiment sa réputation? Sans oublier que dans les années 50, cette réputation était en train de monter. Elle n'était pas encore énorme en 56, mais lorsque Yves Saint-Laurent est mort, à ce moment-là, Proust était au pinacle. Maintenant, je voulais parler peut-être des inspirations communes qu'on trouve entre Saint-Laurent et Proust, et aussi, effectivement, ce goût que Proust a pour la mode dans la recherche du temps perdu, et notamment pour Fortuny. Donc, en fait, je voulais juste un peu balayer au travers de différentes images. Donc, encore une fois, s'il y a des choses qui vous semblent évocatrices. Donc là, vous avez cette photographie de Guy Marino pour la collection des ballets russes de Saint-Laurent. Vous allez avoir aussi, évidemment, ici les sketchs, d'autres références, et aussi les pièces de Fortuny que vous avez prises au musée Galliera, qui vous ont aussi... Alors, Fortuny, c'est... Qu'est-ce que c'est? Collection personnelle, Antoine? C'est les photos que j'ai prises chez Galliera. Oui, pardon, je me disais, mon Dieu, j'ai des robes de Fortuny. Tout à coup, j'espérais, mais ce n'est que les photos qui sont de moi. C'est des photos donc prises, je vous disais, dans ce moment de bonheur dans les réserves de Galliera pour choisir. Parce que Fortuny est très important dans la recherche du temps perdu. C'est à la fois lié à Venise, qui est un lieu capital dans le roman, et aux robes que le héros offre à Albertine. Albertine est habillée avec des robes de Fortuny. Donc dans les expositions, oui, nous avons montré quelques-unes de ces robes de Fortuny. Alors vous avez cité les ballets russes, et vous avez montré Bakst, et alors évidemment Bakst et les ballets russes, c'est très important, et ça nous renvoie une fois de plus à Cocteau, à ce moment Cocteau qui fait la liaison entre Proust et cette modernité autour de la guerre de 14. Parce que souvent on rattache Proust plutôt au XIXe siècle, homme de la fin du XIXe siècle, ou même du XVIIIe, Watteau. Mais Proust est un moderne, et Proust est sensible aux avant-gardes, et il est sensible aux avant-gardes autour de la guerre de 14, notamment à travers les ballets russes, à travers Cocteau, à travers tout ce qui est nouveau dans l'année 1913, et puis dans les années de l'après-guerre, de 18 à 22. Et Fortuny, ça fait aussi partie de cette modernité de la guerre de 14. Et du coup, après avoir évoqué peut-être ces inspirations communes, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur aussi le moment où l'inspiration commune est poussée un peu à son paroxysme, ce qu'on avait évoqué ensemble quand on s'était rencontrés, ou sur finalement ce phénomène très aigu d'identification qu'on trouve de la part de Saint-Laurent à Proust. Donc ici, par exemple, vous voyez cette image de l'intérieur de Saint-Laurent, où vous voyez aussi un cadre avec une photo de Marcel Proust, et évidemment le château Gabriel
qui en fait était donc un château qui a été érigé, enfin qui a été pensé comme un hommage à Marcel Proust, où justement les différentes chambres étaient associées à des personnages de la recherche du temps perdu, et ça donnait à Saint-Laurent largement le loisir de s'identifier à des personnages et d'identifier Pierre Berger à d'autres personnages. Donc c'est ce qu'on avait évoqué, il y a un peu cette posture, on ne sait pas vraiment si elle est à la croisée du célibataire de l'art, si on reprend des termes de Marcel Proust, du dandy, mais en tout cas il y a une inspiration qui est à la fois très fertile, on le voit dans l'œuvre de Saint-Laurent, ça nourrit, enfin cette lecture de Proust et cette référence à Proust le nourrit beaucoup, mais il y a également quelque chose d'assez intéressant dans cette confusion en fait entre sa réalité et la réalité de Proust, et en fait entre la réalité et l'œuvre. Du coup, je voulais savoir ce que vous pouviez nous dire là-dessus. Oui, alors il y a évidemment chez Yves Saint-Laurent un côté un peu idolâtre. J'évoquais tout à l'heure ce que Proust appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, pour Proust, c'est cette façon de confondre l'art et la vie. C'est une sorte de fétichisme, de collectionneur. Et quand on voit le château Gabriel, il y a dans le château Gabriel cette dimension idolâtre. Vous voyez que les chambres s'appellent Charlus, Swann, ont les noms des personnages de la recherche du temps perdu, l'objet, la collection. Il y a cette dimension de collection. Proust est très intéressé à ce phénomène qu'il appelle l'idolâtrie. Et par exemple, dans la recherche du temps perdu, c'est le personnage de Charlus. Le personnage de Charlus qui s'intéresse à... qui aime les personnes qui sont habillées comme dans les romans de Balzac. Donc cette confusion de la vie et de l'œuvre. Ou c'est le personnage de Swann, qui aime Odette parce qu'elle ressemble à un Botticelli. Elle n'est pas son genre, elle n'est pas jolie, mais elle ressemble à un Botticelli, et du coup il tombe amoureux. Donc c'est ça que Proust appelle l'idolâtrie, et cette idolâtrie, à ses yeux, c'est ce qui empêche de créer. C'est ce qui caractérise ceux qu'il appelle les célibataires de l'art. Ils sont dans une position de fétichisme et de religiosité, de sacralité. Alors oui, d'une certaine manière, il y a chez Yves Saint-Laurent cette dimension de collectionneur. Mais on ne peut pas se limiter à cela, parce qu'il y a chez lui, je retrouve la citation qui enfin apparaît, les citations qui montrent qu'il est vraiment attaché à Proust, je vous les lis. On peut presque dire que les œuvres, comme dans les puits artésiens, montent d'autant plus haut que la souffrance a plus profondément creusé le cœur. C'est cette citation-là que je fais tout le temps. Alors je ne sais pas s'il l'a lu, puisque c'est dans le temps retrouvé, ou quelqu'un lui a soufflé, mais c'est toujours cette idée qui revient chez lui de la douleur. Ce qui l'admire, il revient toujours chez Proust sur ce mot de douleur. Parce qu'il a souffert, parce que la souffrance a profondément creusé son cœur, il est capable de créer une œuvre. Et je crois que c'est sur ce plan-là qu'il se compare à Proust. Et c'est peut-être ça qui l'empêche de finir, de lire La recherche du temps perdu, parce que à la fin de La recherche du temps perdu, est-ce que ça se termine bien ou est-ce que ça se termine mal, La recherche du temps perdu? Est-ce que c'est un roman qui se termine bien ou est-ce que c'est un roman qui se termine mal? C'est une grave question. Mais je vous lis, avant d'y répondre, la deuxième citation qui fait tout le temps. La deuxième citation qui fait tout le temps, c'est celle-ci. Alors c'est une citation capitale. C'est le moment où la grand-mère du narrateur, dans Le Côté de Guermantes, a une attaque dans un cabinet de nécessité du jardin des Champs-Élysées.
et ils vont voir le médecin. Le narrateur emmène sa grand-mère chez le médecin, chez le docteur du Boulbon, et voici ce qu'il lui dit. Supportez d'être appelée une nerveuse. Vous appartenez à cette famille magnifique et lamentable qui est le sel de la terre. Hein. C'est cette phrase-là qu'Yves Saint-Laurent fait tout le temps. Hein. Bon, il la cite pas, je crois, à la deuxième personne du pluriel, il la cite à la troisième personne, mais c'est « vous appartenez à cette famille magnifique et lamentable qui est le sel de la terre. Tout ce que nous connaissons de grand nous vient des nerveux. » Ce sont eux, et non pas d'autres, qui ont fondé les religions et composé les chefs-d'œuvre. Jamais le monde ne saura tout ce qu'il leur doit, et surtout ce qu'eux ont souffert pour le lui donner. Oui. Cet éloge de ce qu'il appelle la souffrance des nerveux, sans laquelle nous n'aurions rien de beau et rien de grand. Nous goûtons les fines musiques, les beaux tableaux, 1000 délicatesses, mais nous ne savons ce qu'elles ont coûté à ceux qui les inventèrent d'insomnie, de pleurs, de rires spasmodiques, d'urticaire, d'asthme, d'épilepsie, d'une angoisse de mourir qui est pire que tout cela. Alors, Yves Saint-Laurent ne cite pas en entier, hein, il se limite au début, mais vous voyez quel est le contexte. Quand quelqu'un fait une citation, il faut toujours aller voir ce qui entoure la citation pour voir ce qui a pu le marquer. Et là, c'est certain que tout l'a marqué dans cette insistance sur le fait que tout créateur, c'est quelqu'un qui souffre. C'est quelqu'un qui souffre, et sans souffrance, sans douleur, il n'y aurait pas de création. Alors s'il y a vraiment un rapport entre Yves Saint-Laurent et Proust, il est là. Hein. C'est à ça qu'il s'est identifié, c'est à la nécessité de souffrir pour créer, d'éprouver, de traverser la souffrance pour créer. Alors est-ce que ça se termine bien ou est-ce que ça se termine mal, la recherche du temps? Comment? Ben oui, pour moi ça se termine bien, la recherche du temps perdu, puisque vous n'avez pas lu le temps retrouvé, sauf 3 ou 4 personnes ici, mais si vous allez jusqu'au bout du temps retrouvé, vous découvrirez qu'à la fin il y a une rédemption. Il y a une rédemption justement par la création, puisque à la fin du temps retrouvé, on traverse le bal de tête, on traverse la mort, mais le narrateur a trouvé le truc pour écrire, qu'il cherchait depuis 3000 pages. Et on dit, c'est un cercle qui recommence, il a trouvé la théorie de la mémoire involontaire. Au début, il y avait eu cette expérience de la Madeleine, page 30, la Madeleine, mais la Madeleine, il ne savait pas qu'en faire. Il ne savait pas qu'en faire. Ça le troublait. Puis c'est seulement 3000 pages plus loin qu'il comprend qu'avec cette Madeleine, il peut faire cette œuvre gigantesque et on recommence et ça tourne. Oui, la recherche du temps perdu, je dis, c'est l'un des très très rares romans modernes qui se termine bien. Parce que presque toute la littérature moderne, ça finit mal. Hein. Si ça finit bien, c'est ce qu'on appelle des romances. Hein. Mais la littérature qui pèse, elle finit mal. Et j'ai envie de dire, sauf Proust. Donc Proust, c'est une grande leçon, finalement, c'est une leçon d'espérance. Hein. Proust dit toujours, travaillez tant que vous avez la lumière. C'est le Nouveau Testament. Travaillez tant que vous avez la lumière. C'est ça. C'est l'espérance. Donc ça se termine bien. Et je crois que pour Yves Saint-Laurent, ça se termine bien aussi. Et la preuve, c'est le musée. Et c'est l'œuvre. Hein, c'est ça. La preuve, c'est qu'il y a une œuvre.
Vous êtes gentil parce que vous m'avez offert une plateforme idéale pour aller aussi vers un autre élément du testament de Saint-Laurent, qui est un testament, on va dire, groupé avec Pierre Berger, parce que vous avez eu la chance, donc, dès 2015, de rencontrer Pierre Berger pour justement parler avec lui dans le cadre de la vente de sa collection de livres rares par Sotheby's. Et en fait, vous dites quelque chose qui m'a beaucoup plu dans le catalogue. Vous dites, quand Pierre Berger parle de l'un de ses livres, n'importe lequel, c'est un moment d'existence que l'on revit avec lui. Donc j'ai trouvé que c'était une très jolie citation pour justement parler de cette mémoire aussi qu'on retrouve dans les livres. Je ne sais pas si elle est volontaire ou involontaire, mais en tout cas ces souvenirs qui vont se rappeler à soi. Et évidemment l'importance de Proust dans la collection littéraire de Pierre Berger. Et je propose qu'on conclue avec ça. Alors ça, c'est la bibliothèque de Pierre Berger, qui était rue Bonaparte. Hein. Alors j'ai eu la chance, en effet, de passer du temps avec lui dans cette bibliothèque pour rédiger la préface du catalogue de la première des ventes de sa collection. C'était il y a quelques années, je ne peux plus dire, j'ai oublié, j'ai perdu le sens des années. Et décembre 2015. 2005 Décembre 2015. 2015, oui, ça fait 10 ans déjà, vous voyez, oui. Bon, et ce à quoi j'avais été très sensible dans cette bibliothèque, c'était qu'il prenait les livres un par un et que chaque livre avait son histoire. Ce n'était pas un collectionneur anonyme. Chaque livre était là. Il pouvait me dire quand il l'avait acheté, pourquoi, comment. Et puis, bon, je crois que je l'ai raconté ailleurs, il avait, dans la première vente, il y avait un exemplaire du côté de chez Swann, les premiers exemplaires sur Japon du côté de chez Swann. Je crois qu'il y en avait une vingtaine. Il en avait un des 20 qui était en vente. Et il y en avait un autre qui m'avait montré, mais il ne m'avait pas autorisé à en parler. Parce que c'était le plus précieux de sa collection. Alors c'est ça qui nous montre aussi ce que c'est qu'un collectionneur. Sa collection était en vente, mais il achetait toujours. Il continuait à acheter alors qu'il vendait. C'est ça, un vrai collectionneur. Et il venait d'acheter la plus belle pièce de sa collection. Il possédait l'exemplaire sur Japon du côté de chez Swann que Proust avait donné, numéroté, que Proust avait donné à son ami Lucien Daudet. Et il venait d'acheter, à une autre vente, la dédicace de Proust à Lucien Daudet, que Lucien Daudet, à un moment où il avait besoin d'argent, avait enlevé pour vendre le livre sans la dédicace. Vous voyez ? Lucien Daudet, à la fin de sa vie, c'est-à-dire en 45 ou 46, à la fin de la guerre, n'avait plus beaucoup de quoi vivre. Et donc il vendait l'exemplaire sur Japon du côté de chez Swann, où je vous disais tout à l'heure, il avait corrigé aux 3e ou 4e épreuves des erreurs sur un coup de poulet coupé par Françoise. Et Pierre Berger me dit, voilà, je viens d'acheter la dédicace que nous allons remettre à sa place dans le livre. Et ce livre a été vendu par la suite, mais à ce moment-là, c'était quand il me montrait cette pièce qui n'était pas encore remembrée. La page de Lucien Daudet n'était pas encore remembrée à sa place. C'était donc un moment très émouvant. Oui, par Pierre Berger, évidemment, Saint-Laurent avait, je citais tout à l'heure Cocteau, mais par Pierre Berger, il avait quelqu'un qui, lui, était un lecteur tout à fait habitué de Proust et de la littérature contemporaine.
En tout cas, merci beaucoup. Merci Antoine Compagnon d'être venu.